Ok, avant de commencer rapidement, est-ce que, bah, comme d'habitude, parce que effectivement moi ça fait déjà longtemps, est-ce que quelqu'un peut nous faire un rappel de ce qu'on a eu à voir la dernière fois, juste rapidement, pour nous rafraîchir la mémoire, parce que je sais qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas consulté les ressources après, depuis la dernière fois, donc est-ce que quelqu'un peut nous faire... Alors, je pense que je vais interroger, et parce qu'il y a des gens qui parlent tout le temps, comme Rafik, comme... Leïla qui intervient tout le temps. Alors, je vais aller avec. Ok, ok, ok. Je vais aller avec Latifatou. Latifatou, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on a eu à faire la dernière fois? Enfin, je sais, je me rappelle, je pense que tu n'étais pas là la dernière fois, mais je sais pas si tu as pu voir le replay. Oui, j'ai pu voir, j'ai pris quelques notes, mais Ok. je n'étais pas présente, mais Ouais. j'ai regardé la Mhm. vidéo Ok. après. Je sais qu'on a parlé des tâches, Ouais. et on a parlé de classe parent et de classe enfant. Mhm. Donc, Exact. on a vu comment définir une classe, je pense bien. Oui, Il y a exact. ça pour la faire avant. Je pense qu'on a vu que pour la classe enfant, en fait, quand les attributs et j'ai oublié le thème. Le thème, en fait, Les attributs et les méthodes, tu veux dire? oui, Uh-huh. la classe parent, mais elle pouvait aussi changer un attribut Oui, ou en ajouter d'autres. oui, exact. Et j'ai vu aussi que quand on changeait un attribut, une méthode dans la classe parent, ça changeait aussi de façon automatique chez la classe enfant. Ouais, exact, c'est ça. Exactement, ouais. Là, ça me rassure qu'au moins, tu as eu le temps de checker l'enregistrement. C'est parfait. Merci beaucoup, Latifatou. Je ne sais pas si quelque chose veut rajouter. Quelqu'un peut rajouter quelque chose. Sinon, on va aller directement. Comme je l'ai dit, ça, c'est un truc vraiment rapide que j'ai préparé pour les bibliothèques. Mais en fait, c'est ce que je vous ai dit. Les bibliothèques, c'est pas quelque chose qu'on peut étudier. Par exemple en classe ou bien on peut étudier durant une formation. On peut étudier une bibliothèque spécifique, mais on peut pas étudier toutes les bibliothèques en même temps. C'est très compliqué parce que il y a des dizaines de milliers de bibliothèques en Python. Bien sûr, il y en a qui ont beaucoup plus de poids que d'autres, beaucoup plus importants que d'autres, surtout pour des tâches spécifiques. Mais voilà, en d'autres termes, vous pouvez pas étudier toutes les bibliothèques, vous pouvez pas tous, personne, aucun, aucun programmeur ne maîtrise toutes les bibliothèques de Python, c'est impossible. Et encore une fois, aucun programmeur ne maîtrise toutes les fonctions, toutes les méthodes, tous les attributs, voilà, d'une seule bibliothèque donnée. C'est très compliqué, à moins que ce soit une bibliothèque avec 3 classes et 3 fonctions. Donc, en tout cas, les bibliothèques qui sont sérieuses, celles qui sont populaires comme NumPy, Panda, voilà, etc. TensorFlow, PyTorch pour le machine learning, l'intelligence artificielle. Donc, personne ne maîtrise ça, tout ce qu'il y a là-bas. Mais bien sûr, il y a l'essentiel, les trucs qu'il faut maîtriser, mais surtout les trucs de base qu'il faut comprendre. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ici. Et surtout, moi, ce que je vais essayer de mettre l'accent sur l'importation, parce que pour utiliser une bibliothèque, il faut l'importer. Donc, il faut d'abord s'assurer que la bibliothèque, les fonctions, les classes sont disponibles avant de pouvoir les utiliser. Donc, on va essayer, en fait, rapidement dans cette séance-là, de voir les différentes manières d'importer des bibliothèques à partir de Python. Comme je l'ai dit, encore une fois, c'est quoi une bibliothèque? Simplement, c'est un ensemble d'objets. Vous savez c'est quoi une classe maintenant, donc c'est un ensemble en fait de classes qui vont contenir des méthodes, des attributs que vous allez vous rappeler de cette notion d'encapsulation. Donc c'est ça, en fait, quand vous utilisez d'une manière ou d'une autre, quand vous importez une bibliothèque, en fait, vous allez utiliser sans forcément savoir comment ça a été conçu derrière. Vous, ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce que ça fait. Est-ce que ça fait mon travail? Oui, là c'est bon. Donc je l'utilise tranquillement, je respecte juste les bonnes méthodes pour l'utiliser simplement. Donc voilà. Donc, le premier truc, web scrapping, c'est vrai que je peux même proposer un projet de web scrapping parce que c'est très intéressant. Ok, je vais le voir. Ok, alors les imports. Donc, comme jusqu'à présent, on a vu les différents types, les fonctions intégrées dans Python et tout. Voilà. Donc, et comme je l'ai dit, l'un des outils, c'est d'ailleurs la puissance, c'est ça qui fait la puissance de Python. Ce sont les bibliothèques
qui peuvent être soit des bibliothèques qui sont déjà existantes, soit des bibliothèques que vous-même vous allez concevoir. Parce que vous, en tant que programmeur, vous pouvez même concevoir une bibliothèque, publier cette bibliothèque-là et d'autres personnes vont utiliser. Par exemple, si, je sais pas, imaginez, Rafik se lève demain, il n'est pas content de comment NumPy fonctionne, il se dit que c'est trop compliqué, voilà. Il crée une bibliothèque qui fait la même chose que NumPy, mais de façon plus simple. Il peut publier ça. Et moi, si je vois que le travail de Rafik est excellent, voilà, je vais commencer à utiliser la bibliothèque. En fait, c'est comme ça. Et bien sûr, les bibliothèques, il y a une communauté qui est là, qui maintient le code. Je vais vous montrer d'ailleurs un exemple tout à l'heure sur GitHub, comment en fait on maintient le code d'une bibliothèque. Et je vais vous montrer également que en fait, c'est pas de la magie, c'est du code Python. Je vais vous montrer par exemple un exemple de fonction. Le vrai code d'une fonction en fait, mais qu'on utilise tous les jours sans se demander qu'est-ce qui se passe derrière. Alors, je vais pas sauter. Donc, et comme je l'ai dit, il y a deux types de bibliothèques. Il y a ce qu'on va appeler des bibliothèques standards et il y a des bibliothèques qui sont dites, je vais appeler ça importées. Les bibliothèques standards, c'est quoi? Ce sont des bibliothèques en fait qui sont intégrées à Python. C'est-à-dire, par défaut, quand vous installez Python, vous avez accès à ces bibliothèques-là sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit. Donc, c'est ce qu'on appelle des bibliothèques standards. Maintenant, les bibliothèques, voilà, importées externes, c'est des bibliothèques, en fait, comme son nom l'indique, vous devez, en fait, installer ces bibliothèques dans un premier temps. Et ensuite, pour les utiliser, vous allez importer, même si vous avez besoin d'une fonction, voilà, vous allez importer la fonction et l'utiliser, simplement. Donc, voilà, donc là, c'est une bibliothèque qui est standard, qui s'appelle la bibliothèque math. Et comme son nom l'indique, c'est pour faire des maths. C'est-à-dire, je vous ai dit en fait, je sais pas c'est dans quelle séance, je vous ai dit en fait, sûrement lors de la première séance, que Python, ou d'ailleurs un langage de programmation, peut faire tout ce qu'une calculatrice peut faire. C'est une calculatrice fois 1000 quoi. Donc ça, tout ce qu'une calculatrice scientifique peut faire, un langage de programmation, en l'occurrence Python peut le faire en fait. Voilà. Et ça se fait par exemple avec la bibliothèque math. Math, c'est une bibliothèque standard qui va vous permettre de faire tout type d'opérations mathématiques. Donc et maintenant, comment utiliser Math? Comme je l'ai dit, Math, c'est une bibliothèque standard qui est intégrée à Python. C'est-à-dire, dès que vous installez Python, vous avez accès à ça. Comment maintenant l'utiliser? C'est simple. On a déjà vu ce mot-clé là. Import math. Donc, on va importer la bibliothèque math qui va contenir un ensemble de fonctions et tout ça qui vont me permettre de faire des opérations mathématiques, etc. Donc là, juste une petite vérification, je mets c'est math, ça a pour type, pour voir en fait quel est le type en fait de ce que moi je viens d'importer. Et regardez, il me dit effectivement c'est math, ça a pour type, et regardez la classe de ça. Encore une fois, là, vous vous rappelez, j'ai répété à plusieurs reprises qu'en Python, tout est objet. Absolument tout est objet. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez utiliser cette fonction, type quelque chose pour voir quel est le type de quoi que ce soit, de n'importe quel objet. Bon, je répète, de n'importe quelle variable ou quoi, ou librairie. Vous allez voir, il va toujours vous renvoyer classe. C'est-à-dire, c'est un objet en fait. Donc, c'est une classe qui est définie quelque part qu'on ne sait pas, en tout cas c'est dans Python, et que nous on utilisons. Voilà. Donc là, le type de math qu'on a importé là, c'est une classe de type module. Donc vous voyez là l'importance déjà de la programmation orientée objet. Si vous ne savez même pas déjà c'est quoi une classe, vous êtes perdu à partir d'ici. Donc vous ne saurez même pas comment l'utiliser. Donc math, c'est un module, comme je l'ai dit. Et un module, c'est juste une collection de variables définies par quelqu'un d'autre. Donc, un espace de nom, si vous préférez, donc qui est défini par quelqu'un d'autre. Et nous pouvons voir en fait tous les nombres dans math et en utilisant la fonction intégrée dir. Alors, dir, c'est en fait c'est un raccourci. Je pense, si ma mémoire est bonne, c'est pour dire directory. Si je ne me trompe pas, ça pourrait être quelque chose d'autre, mais je pense que c'est directory. Donc et en fait, ce que ça fait, c'est quoi? Ça va juste lister tout ce qu'il y a dans math. Parce que je vous ai dit, math, c'est un module qui va contenir un ensemble de variables, de fonctions, etc. Une bibliothèque de façon générale. Donc, vous pouvez en fait voir qu'est-ce que contient cette bibliothèque-là. Donc, là, j'utilise la fonction dir et regardez, je fais dir math. Regardez ce que ça me donne. Il me dit, voilà, vous voyez, il y a des méthodes. Vous vous rappelez des méthodes spéciales avec les tirets là. Bon, ça, c'est des méthodes spéciales, vatati. Et regardez, là, on commence à entrer dans des trucs un peu intéressants. Arc cosinus. Bon, ça, c'est pour les matheux. Arc cosinus, c'est pour dire arc cosinus. Arc cosinus hyperbolique. Arc sinus hyperbolique. Bon, je ne veux pas continuer jusque-là. Voilà, cosinus hyperbolique. Donc, vous voyez, là, c'est des trucs mathématiques. Voilà. Is finite, is na, is not a number, le logarithme,
Voilà. Donc, vous voyez là, c'est un ensemble de tangentes hyperboliques et tout ça. Donc, c'est un ensemble, en fait, de variables, de fonctions mathématiques. Alors, par exemple, mais ici, ce que ça vous a montré, en fait, ce ne sont pas des... bon, d'ailleurs, c'est pas grave. Donc, je le dis pas. Donc, ici, si vous essayez, en fait, de voir, par exemple, j'ai besoin de 3,14, le pi. Donc, qu'est-ce que je vais? J'ai fait juste pi. Je vais faire math.pi. Et cet opérateur, vous êtes familier avec ça maintenant, le point, l'opérateur d'accession. C'est la même chose. Vous vous rappelez qu'on avait déclaré notre classe chien qui a pour attribut couleur et quoi? C'était couleur et non. Comment on accédait à nom et couleur? C'est juste le nom de l'objet, point l'attribut. C'est pareil ici. Donc, math.py. Et ça nous donne en fait 3,14. Donc, pi a 4 chiffres. Donc, ici, c'est juste un formatage pour nous afficher en fait. J'ai utilisé un petit formatage ici, mais bon, rien de commun. Et je ne sais pas si je vous ai montré les 3 méthodes de formatage. Je pense qu'on en a parlé entre-temps. Alors, je vous ai dit, par exemple, quand vous utilisez le print, vous pouvez faire simplement un print, disons hello world, ou bien, disons, oui, hello world. Donc, c'est ça. Ça, c'est le print normal. Mais imaginez, par exemple, vous avez une variable, disons, mavar, et vous voulez afficher, par exemple, disons ici, je sais pas, disons Leila, par exemple. Et, par exemple, je veux afficher, au lieu de hello world, je vais afficher, par exemple, hello, le contenu de la variable. Donc, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Alors, ça, c'est la première manière. Donc, vous pouvez faire ça. Ça va marcher. Alors, je sélectionne l'environnement. Bon, disons le truc de base. Je copie ça. En attendant qu'il s'exécute, je crée un nouveau truc. Je peux faire ça également, une sorte de concaténation. Alors, je sais qu'on en a parlé, mais bon, le rappel profite aux croyants. Je peux faire ça. Alors, ça aussi, le f-string. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, disons mavar. Voilà. Donc, voilà. Ça, la première manière, c'est ça. J'utilise une virgule. Je fais hello, Leila. Ou bien j'utilise un plus. Ça aussi, c'est un opérateur que vous connaissez, la concaténation. Mais le problème, c'est que je concatène directement hello et ma variable. Donc, il faudrait peut-être laisser un espace ici pour avoir l'espace là. Ou bien je fais hello avec le f-string. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu, que vous avez vu. Et la dernière manière, c'est celle que en fait, eux tous, ça fait la même chose. C'est le point format. Parce que je sais que peut-être il y a des gens qui vont pas comprendre le point format. Simplement, qu'est-ce que je fais? C'est pareil. Je mets hello. Je mets par exemple des griffes. Je laisse en fait des accolades vides et je mets point format. Et ça, qu'est-ce que je viens de faire en fait ici? J'ai envie que quelqu'un me dise s'il a vraiment compris. En fait, ce que je viens de faire ici, le point format, c'est quoi en fait? Selon vous, le point format, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un a la bonne réponse? Pourtant, c'est assez simple. Oui, vas-y. Vous avez appelé Oui, une fonction. exactement. Exactement. C'est une fonction de chaîne de caractères. Exactement. C'est la raison pour laquelle je vous dis, même vous voyez, une simple chaîne de caractères a une fonction. Bizarre. Alors que c'est une illustration encore une fois parfaite de tout est objet en Python. C'est-à-dire, même une chaîne de caractères, c'est en fait un objet sur lequel vous pouvez appliquer des méthodes. Vous pouvez transformer ça comme vous voulez. Vous voyez, là, j'ai juste laissé des accolades vides et j'ai utilisé une fonction sur une chaîne de caractères. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire peut-être dans d'autres langages. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc ça, c'est quatre différences. C'est les quatre, à ma connaissance, c'est les quatre, non? Je ne sais pas s'il y en a, il y a autre manière. Et en fait, cette notation-là, vous voyez, accolade, 2 points, point 10 là, c'est juste pour dire, en fait, c'est en fait la précision après la virgule. Donc, c'est juste pour préciser, en fait. Si, par exemple, je modifie, je mets 2, par exemple, voilà, point 2. Alors, ok, j'ai pas importé math, import math, ok, je peux exécuter ça. Donc, vous voyez, là, c'est juste pour donner la précision après la virgule, en fait. Donc, là, 2, il est resté à 1. Je mets, par exemple, 3. Donc, il est ça. Donc, c'est juste la précision, en fait, après la virgule. Donc, juste pour ceux qui n'auront pas compris, c'est ça. Très bien. Alors, donc, la plupart de ce que nous trouverons dans le module, ce sont des fonctions comme math.log. Alors, le log, c'est le logarithme. Je pense que là, c'est pas le logarithme népérien, c'est le logarithme à base 10. Donc, d'ailleurs, je peux préciser la base. Regardez ici, je fais log 32 dans la base 10. Maintenant, vous allez me demander comment je sais quel paramètre. Ça, on a vu, et ça, encore une fois, je fais directement le parallèle avec ce qu'on a vu pour vous montrer en fait que, pour répondre à la question de Annick, est-ce que vous avez tous les outils? En principe, oui. Si vous avez
compris tout ce qu'on a eu à faire jusque-là. En principe, ça vous ne devez même pas avoir de soucis en fait ici. Regardez, on a donné en fait, ce sont des arguments positionnels. Maintenant, comment savoir est-ce que 32 c'est celui qu'il faut transformer ou bien est-ce que c'est 10 la base? Par exemple, regardez si je mets ma souris à côté ici, il me dit function def log et il me dit ici x s'apporte, vous pouvez lire en fait simplement et il me dit le premier est la première variable c'est x en fait, c'est-à-dire logarithme de quoi? Donc logarithme de x. Et ici il me dit base, c'est la base en fait, donc le logarithme de base quelque chose. Alors il me dit ici return the logarithm of x to the given base. Donc il me retourne le logarithme de x étant donné la base qui est donnée en fait ici. Simplement, je peux voir ça directement. N'importe quel interpréteur, n'importe quel éditeur de code, vous pouvez juste donc approcher la souris et il va et bien sûr, toujours, vous allez voir, par exemple, ça, c'est un argument qui n'est pas obligatoire. Donc, ça va marcher correctement. Et vous allez me demander, mais dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? C'est quelle base il utilise si je ne précise pas? Tout c'est dit. Donc, si la base n'est pas spécifiée, il va retourner le logarithme naturel. Donc, à base E, donc, X. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, n'importe quelle librairie, n'importe quelle bibliothèque a une documentation officielle. On va aller voir la documentation ensemble. Alors, je pense que j'ai partagé mon écran uniquement pour VS Code. Je change ça. Je partage tout mon écran. Même si j'aime pas trop ça, pas grave. Espérons qu'il n'y ait rien de... Ok, très bien. Donc, je vais dans Math. Alors, je vais pas utiliser ce navigateur là. Je vais aller là. Ok, Math, Python. Donc, vous allez voir en fait la documentation officielle de la bibliothèque Math. Et regardez, ça est dans la documentation de Python. Et si on y va, on va voir. Voilà, donc il me dit mathematical functions, donc c'est les fonctions mathématiques. Et en fait, tout ce que il y a dans math, vous pouvez retourner ça ici, voir qu'est-ce que ça fait, quels paramètres ça prend. Voilà, donc vous pouvez rapidement vous retrouver à partir d'ici. Donc tout ce qu'il y a, bien sûr, ça c'est un outil plus pour les programmeurs, ceux qui sont plus dans le domaine. Mais après, bon, vous voyez juste donc vous allez là juste, vous regardez qu'est-ce que vous cherchez comme fonction. Rapidement, vous pouvez voir en fait. Donc, number theoric function, floating point arithmetic. Donc, en fonction de ce que vous allez rechercher, puissance exponentielle, logarithmique. Donc, vous allez chercher en fait le type de fonction que vous voulez rapidement. Et par exemple, si je prends ma fonction log que j'ai utilisée, c'est celle-là. Donc, je clique dessus et il y a il y a en fait une documentation, des phrases qui vont expliquer ce que font la fonction et également ce que ça prend et ce que ça retourne. Par exemple, là, math.log, il me dit x entre crochet, virgule, base. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, il y a un argument qui est obligatoire, qui est le x en fait. Donc, il y a un argument obligatoire et si vous précisez seulement ce seul argument-là, il va retourner par exemple le logarithme à base E en fait. Donc, simplement le logarithme naturel. Sinon, si vous précisez les deux arguments, et vous voyez le crochet en fait, ici c'est pour dire en fait que cet argument-là, il est optionnel, simplement. C'est pour dire que cet argument est optionnel. Lui, il est obligatoire. Donc, si les deux arguments sont spécifiés, voilà, ça va donner le logarithme à base de l'argument qui est spécifié ici, de x. Et bien sûr, bon, vous connaissez tous le calcul du logarithme, pas besoin que je fasse un dessin pour ça. Voilà, donc c'est ça. Et bien sûr, il y a d'autres fonctions, racine carrée et tout, patati patata, simplement. Alors, bien sûr, et aussi, je sais qu'il y a des gens aussi qui sont paresseux, bon, je dis, il y a des gens, même moi, j'en fais partie. Les programmeurs, de façon générale, là, c'est comme ça, ils n'aiment pas consulter les documentations. Et surtout que maintenant, on a ChatGPT, et les IA génératives de façon générale, au lieu d'aller se casser la tête à chercher quelque chose dans une documentation, allez, on demande à ChatGPT rapidement, il nous donne le résultat. Mais bon, si, voilà, vous aussi, vous n'aimez pas consulter les documentations, encore une fois, il y a cette fonction qui est là, notre fameuse fonction help, qui nous permet en fait de voir rapidement ce qu'une fonction fait. Rapidement, on peut faire donc help math.log pour voir en fait qu'est-ce que fait cette fonction log là, et voilà. Donc c'est-à-dire n'importe quelle bibliothèque que vous allez utiliser, si vous avez besoin en fait de savoir qu'est-ce que fait une fonction, simplement help math.log et il va vous donner en fait ce que fait la fonction. Donc une petite description de ce que fait la fonction et voilà. C'est la même chose que vous allez trouver dans la documentation. Voilà, et même vous pouvez appeler help carrément sur tout le module. Par exemple, là j'ai tout le module map.
maths, je fais le help sur tout ça. Alors, je vais mettre ça comme un élément scrollable. Et il me donne pratiquement toute la documentation de maths ici. Donc, le nom du module, c'est maths. La description, le module donne voilà, un accès aux fonctions mathématiques définies dans la librairie, enfin, dans la librairie standard C. Parce que bah, si vous ne le savez pas, il y a beaucoup de bibliothèques qui sont basées sur le C en Python. Donc, et voilà, les fonctions, c'est ça. Arc, cosinus, il vous donne ce que ça fait. Voilà, donc help, ça sera votre meilleur allié pour comprendre n'importe quelle bibliothèque, comprendre n'importe quelle fonction. Bien sûr, parce que ce n'est pas vous qui les avez codées. Vous avez juste besoin d'utiliser, de comprendre comment ça fonctionne et de les utiliser, simplement. Alors, autre syntaxe d'importation. Donc, vous avez vu, dans un premier temps, comme on a importé math, on a juste fait import math. Mais si vous avez remarqué quelque chose, si vous avez bien suivi, à chaque fois que j'ai besoin de log ou bien j'ai besoin de pi, je dois faire math.log, math.pi, math.sinus, math.cosinus, hyperbole, etc. Ça devient répétitif. Alors que je vous ai dit, en programmation, on déteste quand c'est répétitif. Donc, on veut optimiser le temps aussi on veut optimiser ça autant que possible. Donc, on peut utiliser une autre syntaxe qui est là, qui est, par exemple, si vous savez que vous avez besoin d'une seule, par exemple, vous utilisez fréquemment, par exemple, je sais pas moi, vous utilisez fréquemment le math et vous avez besoin, voilà, vous avez besoin de certaines fonctions, vous pouvez en fait donner un alias à cette bibliothèque math là pour ne pas à chaque fois écrire math en entier. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu, je pense, quand on parlait de NumPy. J'avais importé NumPy as NP. Donc, c'est un alias qui est plus court. Par exemple, là, je dis, OK, j'importe math as MT. Donc, je dis MT. Maintenant, je ne vais plus appeler math. Je vais juste appeler MT parce que c'est plus court, en fait. Et à chaque fois, maintenant, au lieu de faire math.py, je fais juste mt.py. Vous allez voir, c'est une pratique qui est assez courante. Pourquoi? Math, ça va. Math, c'est court. C'est un nom qui est court. Mais imaginez-vous, il y a une bibliothèque qui s'appelle matplotlib. À chaque fois, vous devez, la bibliothèque s'appelle ça, donc vous devez en fait faire, en principe ce qu'on fait c'est quoi? C'est matplotlib, matplotlib.pyplot, pyplot, voilà, donc imaginez à chaque fois vous devez écrire matplotlib.pyplot, plot par exemple, bon, pour tracer quelque chose. Donc c'est long. Moi je veux pas me casser la tête tout le temps à écrire ça. D'ailleurs vous avez vu, même pour l'écrire une seule fois, il m'a fallu, j'ai fait des erreurs, donc erreurs de typage et tout ça. Donc généralement on importe ça as plt. Donc c'est un nom qui est plus court. Et dès qu'on dit plt en Python, on sait qu'on fait référence. L'alias c'est vous. Moi je peux par exemple nommer ça plot. C'est comme vous voulez. Bon, il n'y a pas de standard pour ça, c'est vous qui décidez. Mais bon, en principe, il y a les bonnes pratiques. Donc, PLT, ça c'est un truc, c'est un nom que tout le monde connaît. On sait que quand on voit PLT, ça fait référence directement à matplotlib.pyplot. Voilà, donc c'est ça l'utilité d'avoir les alias. Donc, pour avoir des noms courts. Alors, donc vous avez peut-être vu du code qui fait cela avec certaines bibliothèques. Voilà, NumPy, Panda, Matplotlib. Par exemple, il est courant de faire NumPy, import NumPy as NP, import Pandas as PD. Voilà, donc le as renomme simplement le module importé. Donc, et c'est effectivement, c'est équivalent à faire quelque chose. J'importe math et je mets je mets math dans une variable. Bah oui, parce que math c'est tout simplement un ensemble de fonctions. Donc, rien d'extraordinaire. Ou bien, autre chose qui est possible, imaginez, moi je suis vraiment le plus, j'exagère, je suis vraiment le plus gros paresseux du monde. Je veux même pas en fait à chaque fois écrire math, ou bien même avec l'alias, je veux pas écrire mt. Voilà, sélectionner. Je veux en fait, voilà, pourquoi pas avoir toutes les fonctions qui sont disponibles à portée de main. C'est-à-dire, au lieu de mettre math. Je veux juste dire, ok, arc cosinus de temps, et il me donne l'arc cosinus sans mettre math. On peut le faire. Donc, il y a une syntaxe. Vous pouvez importer tout ce qu'il y a dans math. D'ailleurs, c'est ce que fait cette fonction-là. Ça fait. Donc, je fais math import étoile. Le étoile ici, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement tout. Donc, j'importe tout ce qu'il y a dans math. Ça marche même très bien. Regardez, une fois que j'importe math, par exemple, je print pi, j'affiche pi et j'affiche le logarithme de 32 à base 2. Voilà, ça m'a affiché pi 3,14, voilà, 15, etc. Le logarithme, voilà. Ça marche, c'est même très bien. Et c'est ça, j'ai même dit, ne serait-il pas formidable si on pouvait se référer en fait aux variables du module math par elles-mêmes, sans à chaque fois mettre math.pi, voilà. Donc, c'est possible. Mais, ça c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que c'est dangereux. Alors, je vous explique.
Premièrement, quand vous faites ça, euh, qu'est-ce que vous faites? Vous importez tous les modules, enfin, pas tous les modules, toutes les variables et toutes les fonctions qu'il y a dans maths. Donc, c'est-à-dire, vous chargez beaucoup de choses en mémoire. Ça, c'est le premier inconvénient. Donc, peut-être vous allez charger des choses dont vous n'avez pas besoin. Parce que je suppose que quand vous importez un module, ce n'est pas toutes les fonctions, ce n'est pas toutes les variables que vous allez utiliser. Ça, c'est le premier problème, vous importez tout. Alors qu'en principe, peut-être j'importais maths juste pour utiliser le logarithme. Alors qu'avec ça, j'importe logarithme, cosinus, sinus, j'importe tout en fait. C'est dangereux. Deuxième chose, et le deuxième danger, c'est qu'il peut y avoir des conflits. Ce que j'appelle par conflit, c'est quoi? Imaginez, dans la bibliothèque maths, il y a le... Je pense, j'ai pris l'exemple de log ou de pi, je ne sais plus. Je pense que c'est log. Ok, imaginez dans la bibliothèque maths, il y a log. Donc, bien sûr, on a fait math.log qui fait le logarithme, voilà. Mais imaginez, il y a une autre bibliothèque que j'utilise, NumPy en l'occurrence, qui a également log. Donc, il y a également log dans NumPy. Qu'est-ce que je fais? Je fais ici, j'importe tout ce qu'il y a dans maths, j'importe tout ce qu'il y a dans NumPy. Comme je vous l'ai dit, il y a log dans maths, il y a log dans NumPy. Maintenant, imaginez, j'essaye d'utiliser log. Bah, j'utilise le log de maths ou j'utilise le log de NumPy. Ça pose problème, on est d'accord. Donc, si vous faites ça, ça va vous donner une erreur, simplement. Donc, pourquoi? En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? En fait, c'est pas... L'erreur, elle est cohérente. C'est parce qu'il y a un problème qui est là. La syntaxe de log de maths n'est pas pareille que la syntaxe de log de NumPy. Ce qui va se passer, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer en fait ici. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les modules maths et NumPy ont tous deux des fonctions appelées log, mais ont des sémantiques différentes. C'est-à-dire l'utilisation de log pour maths, ça sera différent de la manière dont on utilise log pour NumPy. Parce que nous importons NumPy en deuxième position, c'est le log en fait de NumPy qui est utilisé ici, en fait ici. Puisque j'ai importé dans un premier temps tout ce qu'il y a dans maths, le log sera importé. Mais j'importe maintenant tout ce qu'il y a dans NumPy et le log de NumPy sera importé. Alors que ce que moi j'ai utilisé ici, c'est quoi? C'est le log, la syntaxe du log de maths et pas la syntaxe du log de NumPy en fait. Donc c'est ce que j'essaie. Donc le log de NumPy va écraser ou va faire de l'ombre en fait à la variable log qui a été importée de maths. Donc c'est ça la problématique. Et comme bonne pratique, la solution ici, c'est toujours faire un compromis. Importez juste ce dont vous avez besoin, simplement. Pas besoin de tout importer. Par exemple, si vous avez besoin dans maths de log et de pi, importez maths et pi. Donc, importez log et pi depuis maths. Donc, je fais from maths, import log et pi. Si vous avez besoin de d'autres choses en NumPy as array, par exemple, donc vous importez ça simplement. Donc, il ne faut pas se casser la tête. Donc, j'espère que là, c'est clair. Maintenant, les sous-modules. On a vu ensemble, c'est quoi un module? Voilà, j'ai dit c'est un ensemble de variables, de fonctions, patati patata. On sait ça déjà. Maintenant, c'est quoi un sous-module? Bah, comme son nom l'indique, en fait, simplement, c'est... je sais pas comment je vous explique simplement. C'est-à-dire, dans un module, on peut avoir plusieurs sous-modules, en fait, qui vont faire, imaginer... En fait, c'est une manière de bien classifier les choses pour que ça soit bien organisé. Donc, je vous donne un exemple tout de suite avec notamment la bibliothèque NumPy qui est là. Donc, simplement, un sous-module, c'est juste un module à l'intérieur d'un module. Voilà. Définis ça comme ça. Et c'est juste, prenez ça comme un répertoire. Par exemple, là, si je vais au niveau de mon répertoire, qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, j'ai Xams Python. Ça, par exemple, ça peut être un module. Et si je fais, par exemple, module, en fait, ça sera un sous-module de Xams Python. Ou bien, je sais pas, projet, ça sera un sous-module de Xams Python. Donc, là, en fait, c'est une manière de bien organiser le code. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Bon, j'importe NumPy. Et ici, je vais utiliser un sous-module de NumPy qui s'appelle random. Random, en fait, comme son nom l'indique, c'est pour dire hasard, donc aléatoire. Donc, c'est juste une bibliothèque qui permet de générer des trucs aléatoirement. Comme son nom l'indique, random number generation. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, j'essaie de voir quel est le type de numpy.random. Il va me dire numpy.random est toujours, c'est une classe, c'est un objet, tout est objet en Python. Donc, il va me dire c'est de la classe, c'est un module en fait. Et je vais dire, il contient des noms tels que, et voilà ce que, voilà, ça contient, le sous-module contient. Mais regardez, comment j'accède à un sous-module de NumPy, c'est toujours le même opérateur d'accession, c'est le point, numpy.random. Donc, j'accède au sous-module random de NumPy, simplement. Ok, je dis quoi? Et maintenant, imaginez, vous voulez accéder à une fonction spécifique de random, par exemple, uniforme. Alors, uniforme, pour ceux qui connaissent la distribution uniforme, la distribution
la loi binomiale, voilà, ceux qui connaissent, c'est même pas binomial, c'est c'est appelé la loi uniforme. Donc, la loi binomiale, c'est expérience de Bernoulli et tout ça. Donc, la loi uniforme, donc vous connaissez en fait, en fait ici, ce que je vais faire, je vais générer des valeurs aléatoires, peut-être en suivant la loi uniforme, c'est simple. Je vais juste, voilà, venir là, je fais NumPy, ça sera par exemple, je dis loi uniforme, voilà, uniforme. Je vais générer des nombres en suivant la loi uniforme, simplement, je vais dire NumPy, ou disons NP, si je sais pas si je l'ai importé, ok, NumPy, point random, donc j'accède d'abord au sous-module random, parce que c'est le sous-module qui contient les générateurs aléatoires de nombres, et ensuite je vais dire uniforme, simplement. Et maintenant je peux donner voilà, je peux lire rapidement ici, qu'est-ce que ça me donne, donc float, c'est en fait ce qui va me demander en fait c'est quoi, c'est la moyenne. Bon allez, je veux pas min, je pense, ouais c'est ça, c'est min sûrement. Bon allez, on s'en fout, donc juste pour vous montrer en fait comment c'est, ça sera min en fait et puis l'écart type. Min par exemple je fais 10, standard deviation, je sais pas, c'est STD, ouais c'est STD. Bon, ne me demandez pas comment je connais ça, c'est comme je l'ai dit, c'est pas besoin de retenir ces trucs là, c'est des trucs que vous pouvez consulter pour ok, donc ici l'exemple c'est plutôt, bah là c'est par exemple une simulation d'une expérience de lancer de dés, je pense, c'est ça, lancer de dés, parce que le lancer de dés, soit ça va donner pile, soit ça va donner face, donc on peut essayer de simuler ça. Voilà, je donne quoi, low 1, high 6, et le nombre de lancers de dés que j'ai, c'est ça. Alors ça c'est juste un truc, donc vous voyez, en fait je veux pas que vous compreniez ça, ça c'est un truc de probabilité, mais juste comment on utilise l'outil, c'est ça le plus important. Ok. Alors, trois outils pour comprendre. Oui, les objets étranges. Ça aussi, j'ai mis ça pour approfondissement. Ça, c'était pour ceux qui voulaient s'orienter. En fait, je sais pas si on peut y aller. Je peux expliquer, mais en fait, c'est pas un truc très compliqué. D'ailleurs, on peut rapidement les comprendre, mais j'y vais quand même. On va terminer quand même avec ça. Donc, maintenant, comme je l'ai dit, je suppose que vous savez, vous connaissez la plupart des structures de données en Python, les entiers, les nombres à virgule, les listes, les chaînes de caractères, les dictionnaires. En tout cas, en principe. Donc, ça, on considère ça comme un acquis. Bien sûr, Python, ça ne s'arrête pas à ça. C'est pas ça. Parce que vous allez devoir, c'est comme je l'ai dit, mais à partir de maintenant, vous aurez plus à travailler avec des bibliothèques et tout ça pour faire des tâches bien spécifiques, des tâches spécialisées. Donc vous allez découvrir que certaines bibliothèques, en fait, vont définir leur propre type, leur propre structure de données, mais qui vont toujours reposer sur les structures de données de base, en fait. Donc, il y a des bibliothèques qui implémentent leur structure de données et voilà, vous allez de temps à autre avoir à manipuler ces nouvelles structures de données qui ont été construites par les créateurs des bibliothèques. Ok, donc je donne un exemple. Par exemple, si vous travaillez avec la bibliothèque Matplotlib, donc vous allez être en contact avec des objets. Par exemple, je prends l'objet Saplot, voilà. Donc pour Matplotlib en fait. Donc vous allez être en contact avec des objets en fait que va définir la bibliothèque. Par exemple, voilà, c'est ce que j'ai dit, qui représentent des saplots, des figures, des tick marks, etc. En fait, je prends l'exemple pour le saplot. En fait, un saplot en Matplotlib, c'est quoi? C'est une sorte de... Déjà, Matplotlib, c'est une bibliothèque qui permet de tracer des graphiques. Par exemple, si vous voulez tracer un nuage de points ou bien une ligne, etc. Donc, ça vous permet en fait de faire je vous montre peut-être des exemples. Matplotlib graph. Donc, c'est une bibliothèque qui permet de tracer des graphiques un peu comme ça. Voilà, ça vous permet de faire des trucs comme ça, de tracer des... Vous voyez, vous pouvez tout faire tout ça avec Python. Les data scientists, ça c'est un truc qui est assez simple pour eux. Donc, c'est la bibliothèque qui permet de faire tous ces trucs-là. Assez joli quand même. Donc, en fait, Matplotlib, par exemple, définit un nouveau type une structure de données qu'il va appeler saplot, qui est simplement une figure. Donc, comment vous allez, voilà, tracer la figure, utiliser. Donc, c'est ça. Donc, il va, juste pour vous dire, en fait, que chaque bibliothèque va définir ses structures en fonction de ce qu'il fait, en fait, et en fonction de ses besoins. Donc, et ici, moi, mon objectif dans cette partie, c'est pas de vous montrer ça, parce que comme je vous l'ai dit, on ne peut pas maîtriser toutes les bibliothèques. C'est de juste comment rapidement comprendre ces nouvelles structures-là
Voilà, et ne pas se perdre quand on fait face à des types étranges, simplement. Donc 3 outils pour comprendre les objets étranges, simplement. Le premier, c'est le type. On l'a vu, c'est notre allié qui est là. Donc, type, ça va vous donner en fait qu'est-ce que c'est que. Donc, en fait, il faut juste se poser 3 questions, comme je l'ai dit ici. Quand vous vous faites face à un objet ou une bibliothèque nouvelle, posez-vous 3 questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je peux faire avec? Et voilà, qu'est-ce que je peux savoir de plus à propos de ça? Simplement, qu'est-ce que c'est comme bibliothèque ou bien qu'est-ce que c'est comme structure de données? Qu'est-ce que je peux faire avec? Peut-être même je vais ajouter comment l'utiliser, simplement. C'est la même chose, qu'est-ce que je peux faire avec? C'est ça. Je suis fatigué, c'est la même chose. Comment l'utiliser ou qu'est-ce que je peux faire avec? C'est ça la question la plus importante. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je peux faire avec? Simplement. Alors, qu'est-ce que c'est? Par exemple, là, j'avais créé lancer et tout ça. Je peux faire type lancer. Oui, j'ai pas exécuté ça. Bien sûr, je dois exécuter ça. Ok, donc je fais type, c'est un tableau NumPy, bien sûr. C'est ça, array, c'est un tableau NumPy. Donc ça, c'est qu'est-ce que c'est? Euh, Qu'est-ce que je peux faire avec? Là, par exemple, ce que je fais, c'est quoi? Par exemple, imaginez, je vous l'ai dit là, c'est un tableau donc qui contient un certain nombre de valeurs. Bah, peut-être je peux, la chose qui me vient peut-être à l'esprit directement, c'est calculer la moyenne de ce tableau-là. Donc, je peux le faire en utilisant une méthode de liste, .min. Donc, min, bah, je calcule la moyenne. Il va me donner en fait la moyenne des lancers. Et je peux transformer. Et là, comme je l'ai dit, la structure de base, c'est un tableau NumPy. Je peux transformer ça en liste. Donc, je fais toList. toList, c'est pour transformer un tableau NumPy en une liste Python. Parce que c'est 2 trucs qui sont différents. Si vous vous rappelez, dans le cours des structures, je vous ai dit, un tableau, c'est différent d'une liste. Vous vous rappelez de ça. J'ai même insisté sur ça. Donc, vous pouvez passer d'un type à l'autre. Voilà, donc ça donne un peu ça. Help, comme je l'ai dit, dis-moi plus, c'est juste pour avoir des détails supplémentaires pour ça. Par exemple, je fais help lancer.ravel. Donc, il va me donner, c'est qu'est-ce que fait la fonction ravel. Ravel, c'est en fait pour, je pense Ravel, c'est pour en fait écraser. Si je dis écraser, bon, c'est juste pour, voilà, écraser en fait. C'est pas écraser, c'est, par exemple, si vous avez bon, pour ceux les plus matheux, ceux qui ont une matrice, si vous faites Ravel sur une matrice, ça va transformer ça en un vecteur. Ça, voilà, c'est ça le mot, ça va aplatir ça en fait. Voilà, donc c'est pas écraser mais aplatir. Bon, c'est ça, en gros. Maintenant, ça c'est un sujet dont on a parlé assez longuement également. La surcharge d'opérateurs, lorsqu'on a vu l'héritage, j'en ai parlé. D'ailleurs, je vous ai pris des exemples pareils, un exemple pareil avec l'opérateur plus. L'opérateur plus, quand vous faites 10 plus 20, ça vous fait l'addition normale, sans souci. Mais quand vous faites, je sais pas, 10 plus bonjour, ah, il y a un problème qui est là, parce qu'ils ne sont pas du même type. C'est pareil ici. Là, j'ai une liste Python qui contient des éléments et j'ai un nombre. Lorsque j'utilise plus, bah, vous demandez à Python de faire quoi? Est-ce que vous voulez rajouter le plus? Est-ce que vous voulez additionner chaque élément? Donc, ça porte à confusion ici. Donc, ça va envoyer une erreur pour te dire, ok, voilà, il y a un problème avec ton plus là, ton opérateur, il n'est pas correct. Bien sûr, c'est une erreur. Ok. Ici, mais par contre, regardez, ce qui est bizarre, c'est que cette opération avec la liste, ça a donné une erreur. Mais lorsque j'utilise lancer et je fais 10, bah ça marche. Lancer, si vous vous rappelez, je vous l'ai dit, c'est un tableau NumPy en fait. Il est où? Lancer, je l'ai créé à partir de random.randint. Et quand j'ai testé le type, ça fait numpy.ndarray. C'est un tableau NumPy. Avec la liste, le plus me donne une erreur. Et avec le tableau NumPy, ça ne me donne pas une erreur. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Est-ce que quelqu'un a la bonne réponse? Ah, je saute ça pour que quelqu'un ne lise parce qu'il est en bas. Est-ce que quelqu'un a la bonne réponse? Oui. Oui, allez-y. C'est pas vous prenez comment je vais dire. Avec NumPy, bon, déjà quand on regarde déjà dans la structure là, si on est un peu vigilant, on va voir que les valeurs ne sont pas séparées par des virgules au fait. Donc, ça montre que c'est vraisemblablement à une matrice, mais ici c'est une liste au fait. Oui, oui, oui. Ok, allez-y, t'as terminé, t'as fini? Bon, oui. Alors, c'est partiellement la bonne réponse, mais c'est pas exactement ça que je voulais.
En fait, ça a quelque chose à voir avec... Je vous ai parlé de la surcharge d'opérateurs. Ça a quelque chose à voir avec... Oui, tu as raison. Hein, c'est exactement... Là, c'est... En fait, c'est pas une matrice. Ici, pour être plus exact, c'est un vecteur. Donc, tu additionnes un vecteur avec 10. Oui, ça peut être une explication. Mais je veux en fait que tu t'expliques ça en fonction de ce qu'on a vu en POO, de la surcharge d'opérateurs. De ce point de vue-là, je veux dire. Quelqu'un d'autre quelqu'un veut parler? Non? Moi, je me disais que c'était peut-être parce que le tableau peut prendre différents types d'arguments et la liste ne prenait pas différents types, prenait un seul type. Oui, mais pas totalement ça. Alors, je m'explique. Effectivement, on a vu ensemble que... euh, attends, t'as pas inversé par hasard. Tu peux reprendre ce que t'as dit. T'as dit le tableau prend différents types et la liste ne prend pas différents types. Oui, Non, c'est l'inverse. La liste peut prendre différents types. Dans une liste, tu peux tout mettre. Tu peux mettre des nombres, des chaînes de caractères dans une liste. Ça va marcher. Mais dans un tableau, tu peux pas mélanger les types en fait. Parce que le tableau lui-même a eu un type. T'as mélangé en fait ici. T'as inversé. La liste peut prendre n'importe quel type, mais pas le tableau. Le tableau, tu dois avoir un même type pour tous les éléments en fait. Tu vois, je pense que c'est Latifa tout, non? T'as compris ce que oui, je veux ça dire? là. Ok, Oui. ok. Euh, Alors, en fait, ici, ce qui se passe, en fait, c'est quoi? Ici, le plus que j'ai utilisé avec la liste, en fait, ce qu'il essaye de faire, c'est que le Python essaye de faire ici, c'est une opération de concaténation. En fait, il essaye de concaténer 10 à cette liste-là. Et d'ailleurs, si vous regardez l'erreur, ça sera là. Il va vous dire can only concatenate list. C'est-à-dire, en fait, c'est juste pour vous dire, par exemple, vous pouvez faire, ok, je vous montre les deux. Je vous montre ça. Par exemple, vous pouvez faire 10 plus 15. Ça va marcher, c'est l'opération d'addition. Vous pouvez également faire une liste, par exemple, je prends cette liste-là, cette même liste. Je prends cette même liste et je fais, oups, je voulais pas. Je prends cette même liste et je fais plus cette même liste. Bon, je fais plus cette même liste. Bah, devinez quoi, ça va marcher. Pourquoi? Parce que j'ai fait 10 plus 10, ça marche. C'est les mêmes types qui sont à gauche et à droite. Donc, c'est-à-dire, ce qui s'est passé en fait ici, c'est que le plus ici a été en fait, les gars de Python, ils ont redéfini le plus pour que cette fois, ce symbole-là, ça ne signifie plus une addition dans le domaine des entiers, mais ça soit une concaténation de deux listes en fait. Là, toujours, ça va, il y a pas de souci. Voilà, au lieu de concaténer, voilà, je prends juste plus pour faire voilà, la concaténation. C'est bien. Mais maintenant, ce que NumPy fait également, c'est de la surcharge. C'est-à-dire, NumPy va, tout comme ils ont fait pour la liste, NumPy va redéfinir le plus à sa manière. Et cette fois-ci, comment NumPy redéfinit ce plus-là? C'est une opération qui s'appelle broadcasting. Alors, le broadcasting, c'est quoi? J'ai en fait, je donne un cours d'IA. Je leur ai parlé en fait de cette opération. C'est beaucoup plus ceux qui manipulent les matrices et les vecteurs qui doivent en fait bien maîtriser ça. Mais en fait, juste rapidement, ce que je vous montre ce que ça fait. En fait, ce qu'il va faire ici, si vous avez remarqué, ce qui s'est passé, c'est quoi? Il a additionné 10 à chaque élément de la liste. À la base, regardez, la liste, c'était combien? Il y avait quoi? Voilà, c'était 4 2 2 2 voilà, 5. C'était des nombres qui sont petits. Et après l'opération, il a juste ajouté un 10 à chaque élément. C'est-à-dire, il a fait plus à chaque élément. Et ça, qu'est-ce qui s'est passé? Juste en fait, la façon dont le plus a été défini pour les tableaux NumPy qui est comme ça en fait. Donc, qui permet, en d'autres termes, ce que je veux dire, cette opération de broadcasting là, qu'est-ce que ça fait? Ça va juste étendre le 10 là. Ça va faire quelque chose comme ça. 10. Ça va étendre le truc en quelque chose comme ça. 10, 10 jusqu'à la taille en fait du vecteur initial. Donc ça va étendre ça 10, 10, 10, 10, 10. Ça va étendre ça jusqu'à la taille de lancer et ça va juste faire 10 plus le premier élément, 10 plus le deuxième. Donc ça fait maintenant, au lieu de faire une concaténation, il va juste faire une addition en fait. Parce que ça, c'est la façon dont NumPy a voulu que les choses soient. Donc c'est de la surcharge d'opérateurs simplement. Pareil, si vous faites plus au niveau des chaînes de caractères, bon, les chaînes de caractères, ça sera de la concaténation. Donc ça ne sera pas une addition comme les plus. Donc c'est-à-dire, chaque type va implémenter
va faire de la surcharge pour implémenter les opérateurs comme ils veulent. Donc, c'est justement ça, cette notion de surcharge d'opérateurs là. Donc, juste, en fait, je mets ça ici pour attirer vraiment votre attention quand vous utilisez certains opérateurs en différents types. Donc, le comportement peut être souvent bizarre. Donc, euh, attention à ça. Alors, j'enlève ça. D'ailleurs, je pense pour vous illustrer, peut-être j'ai un cours sur ça, mais je ne veux pas l'ouvrir. Attends. Broadcasting. Alors, NumPy, c'est ça. Le broadcasting en NumPy. Il y a une image. Je pense qu'on va voir une image pour vous expliquer plutôt. Voilà, par exemple, regardez. Vous prenez ça. Ouais, j'espère que. Voilà. Alors, je vais zoomer. Oh. Voilà, regardez. Ce qui s'est passé, exactement. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? On a, par exemple, un tableau NumPy ici à 3 éléments. Le 0 au niveau du premier élément, 1 au niveau du deuxième élément, 3 au niveau du troisième élément. Et on a un scalaire 5. Par exemple, comme notre 10 là, en fait. Et quand j'utilise l'opérateur plus, qu'est-ce qu'il fait? Il va juste étendre le 5 là à la taille de ça avant de faire l'addition. Donc, il va ensuite faire 5 plus 0, 5 plus 1, 5 plus 2. Donc, NumPy a surchargé le plus de sorte à ce que ça se comporte comme ça, simplement. Voilà. Au cas où, voilà, les deux tailles ne sont pas similaires. Mais bien sûr, si les deux vecteurs étaient déjà similaires, il n'aura pas à faire ça. Il va directement faire l'addition, en fait. Donc, voilà, c'était juste pour vous expliquer ce comportement ici. Alors, qu'est-ce que j'ai même raconté en bas? Nous pourrions penser que Python contrôle strictement la manière dont les éléments de sa syntaxe de base se comportent, tels que plus, inférieur, in, égal, ou les crochets pour l'indexation. Mais en fait, il adopte une approche bien libérale. Exactement. Donc, lorsque vous définissez un nouveau type, vous pouvez choisir comment l'addition fonctionne pour celui-ci. Par exemple, moi, je peux créer une bibliothèque et un nouveau type et dire, OK, maintenant, l'addition, je ne veux plus que ça se comporte comme l'addition d'entier ou l'addition de liste. Je veux que ça se comporte de telle façon. Bah, c'est moi, je décide. C'est ma bibliothèque. J'en fais ce que je veux. Ce sont mes types. Voilà. Simplement, c'est ce que je veux dire ici par approche libérale. Donc, c'est libre au choix, en fait. D'ailleurs, c'est ça qui fait l'avantage. Voilà, c'est assez flexible. Les concepteurs, voilà, les concepteurs des listes ont décidé que les ajouter à des nombres n'était pas permis. Les concepteurs de NumPy, des NumPy array ont choisi une autre voie, ajouter le nombre à chaque élément de l'array, simplement. Bon, ça c'est juste des exemples supplémentaires. Alors, intéressant. Ça maintenant, c'est également pour les types. Euh, quand est-ce que 1 plus 1 n'est pas égal? Alors ça c'est avec TensorFlow, je pense que c'est pas la peine parce que tout le monde ne va pas faire des projets IA. Je pense que c'est bon, on va probablement s'arrêter ici. Je pense, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait? Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Alors, je vais voir le programme. Je sais que j'ai sauté un chapitre, probablement le chapitre sur les écritures, la gestion des fichiers. Oui, écriture, lecture de fichiers. Les environnements virtuels, ça aussi c'est assez important. Je pense que ça serait bien de bibliothèque standard. Je pense que c'est bon. Comme je l'ai dit, on ne peut pas maîtriser toutes les bibliothèques standards. Juste comprendre. Mon objectif en fait avec ça, c'était que vous compreniez comment ça fonctionne et après vous pouvez vous débrouiller en fait. Donc la bibliothèque est là, fonction help est là, dire est là. Donc vous avez différentes méthodes pour vous facilement vous retrouver pour n'importe quelle bibliothèque standard. Environnement virtuel, création de modules. Bien sûr, vous pouvez. Ah oui, ça c'est important. La création de modules, il est déjà 23h30. Sinon, on allait le faire en fait en direct. Mais c'est pas grave. On va garder ça peut-être pour la dernière séance le dimanche prochain. Je vais essayer de tout terminer. Tous les détails peut-être que j'ai oublié. On va essayer de faire ça. Bon, les formats JSON, lire et écrire dans des. Ça aussi c'est assez facile. Lire et écrire dans des fichiers. C'est pas très compliqué. Mais surtout, le plus important qui reste en fait, c'est comment créer des modules. Parce que oui, vous allez utiliser des modules, mais il faut comprendre en fait comment créer un module par vous-même. Je ne vais pas vous montrer comment publier un module, ça c'est beaucoup plus complexe, mais au moins créer un module en local, importer des trucs voilà, par vous-même, ça aussi c'est assez important. Et ensuite, voilà, on pourra commencer le projet. Alors, le projet aussi, les projets, ça va dépendre de
je vais essayer de prendre des produits qui ne sont pas trop complexes aussi. Parce que voilà, on n'est pas tous informaticiens. Je sais qu'il y a des pharmaciens ici, il y a des médecins, des biologistes, voilà, et tout. Donc on va essayer de voir. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour